Bonjour et bienvenue. Quoi? T'avais un truc à dire? Non, t'avais un truc à dire. Je disais quand tu veux. Ah ouais, ok, super. Bonjour et bienvenue dans Calmos, le podcast. Je suis David Honora et comme d'habitude, je suis avec mon compère Hugo Alexandre. Ça va Hugo? Ça va très bien. Et on est parti pour un épisode free jazz. On en avait parlé quand on a fait l'épisode de début d'année avec le bilan 2025. On va tenter de temps en temps de faire des épisodes un peu plus à la cool comme ça. Et en plus là, on l'enregistre dans des conditions particulières parce qu'on est en pleine tournée nationale à travers la France. On était hier à Nancy pour le festival de SF Les Mycéliades où on a animé un quiz. Et aujourd'hui, on est à Dunkerque. Dans une chambre d'hôtel avec un setup particulier, avec des nouveaux micros. Donc peut-être que le son n'est pas tout à fait le même que d'habitude. Ouais, bah, vous nous direz si c'est bien. En tout cas, ça nous permet d'enregistrer au pied levé. Et donc, on est vraiment au milieu de notre tournée parce que là, à l'heure où vous écoutez ce podcast, le soir même, si je ne me trompe pas, en tout cas mardi soir, on est à Amiens. Ouais. Et ce week-end, samedi, on est à Lyon au Comédia pour encore animer notre quiz science-fiction. Qu'on fait en avant-séance. On a un petit quiz de 3 quarts d'heure. Donc retrouvez ça, enfin on va vous mettre les éléments en description, mais sinon sur le site des Mycéliades. Ça fait 4 ans qu'on fait ça, d'aller un peu partout en France pour animer les quiz dans des salles de cinéma. C'est toujours super cool. Donc là, c'est super bien passé hier à Nancy. On espère que ça va bien se passer tout à l'heure à Dunkerque. Mais en attendant, on enregistre un petit épisode comme ça au débeauté. On s'est dit... Un épisode sans filet. On avait parlé de ça la dernière fois. Ouais, sans filet, sans plan particulier. Notre idée, c'est de parler de cinéma de manière assez détendue, de parler de ce qu'on a vu récemment. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai que ma tournée, elle a commencé même avant la tournée des Mycéliades parce que je suis allé à Clermont-Ferrand. Le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Ouais. Alors, ça t'embouche un coin. Non, parce qu'en fait, ouais, donc j'ai été invité. En fait, on avait été invités tous les deux et finalement, j'y suis allé tout seul pour animer une séance de la section pop-up du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et la section pop-up, elle est tournée vers le web. Habituellement, il y avait une sélection web avec un jury, une compétition et tout ça. Et cette année, il y avait une séance hors-série spéciale où en fait on a pendant 1h30 regardé des vidéos d'internet sur grand écran. Et c'est un format que notamment Patrick Beau avait fait au festival Frames. Et là, la section pop-up, elle était organisée en partenariat avec Frames. Et c'est comme ça que l'idée s'est faite. Et c'était super cool. On a regardé des vidéos très très variées. Est-ce qu'il y a une vidéo que tu aurais découverte à l'occasion de cette séance? Plusieurs, hein, mais j'aime toujours les vidéos un peu... Il y avait les vidéos early internet. Donc des trucs qui datent d'il y a plus de 20 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y en avait une avec un frère et une sœur dans leur cuisine qui chantent Hero of the Year, qui est une chanson un peu folk qui était sur la bande originale de Boyhood, notamment à l'époque. Okay. Et moi, j'aime toujours les trucs un peu nostalgiques, là, ça te met un peu de... Et même, j'avais fait une recherche sur le frère et la sœur pour savoir ce qu'ils sont devenus. Et apparemment, ils chantent toujours ensemble. D'accord. Et donc ça, c'était une vidéo qui a été choisie par François Descraques. Il y avait aussi une vidéo choisie par Marie Trébert, où c'est 2 mecs devant leur ordi qui font du playback sur System of a Down et qui se mettent à agiter la tête, à headbanger comme des gros fous. Et eux, j'ai pas retrouvé leurs traces. Ah, merde. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais bon, donc ça, c'était les vidéos d'internet. Et surtout, moi, c'est la première fois que j'allais au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, qui est un énorme festival pour le court-métrage. Je crois, enfin, je le répète à tout le monde et j'ai jamais vérifié cette info, mais je crois que c'est le plus gros festival de court-métrage au monde. En tout cas, quand on dit festival de court-métrage, on pense Clermont-Ferrand. Enfin, il n'y en a pas d'autres qui me viennent comme ça. Peut-être ailleurs qu'en France. En fait, c'est vrai qu'il y a ça. C'est que peut-être que cette spécialisation dans le court-métrage, elle est vraiment... Non, elle est pas unique à Clermont-Ferrand. Mais en tout cas, c'est un gros truc. Et parce qu'après, en fait, c'est ça. Et d'ailleurs, tu le vois dans les logos au début des films. Il y a des sections court-métrages dans tous les grands festivals internationaux. Donc, il y en a à Cannes, à Locarno, à Venise, à Berlin, etc. Et donc, certains films se retrouvent après à Clermont. Mais là, c'est vraiment que du cours H24 pendant plus d'une semaine. Et c'était super cool parce que du coup, alors j'avais cette présentation, je devais faire aussi une dédicace, j'avais une interview, enfin j'avais un programme assez chargé parce qu'en plus, comme on enchaînait sur les Mycéliades, j'ai pu rester qu'une nuit là-bas.
Mais du coup, j'avais un programme chargé, mais j'ai pu faire des séances de court-métrage. Et en fait, le principe, c'est, en général, c'est des séances de 5 à 6 courts-métrages qui s'enchaînent. Ouais. Et tu peux rentrer dans la salle même si tu es en retard. Par contre, tu dois attendre qu'un film se termine. En fait, à chaque fois, ils rallument la lumière entre chaque court-métrage. Okay. Et donc, j'ai fait notamment 3 séances de la compétition internationale, mais à chaque fois, j'ai pas pu les faire en entier. Donc à chaque fois, je rentrais, j'avais loupé un film ou je devais partir avant que ce soit vraiment la fin. Une fin de film, puis un début de film. Non, tu peux jamais couper un film. D'accord. Mais par contre, une fin de séance. Ouais, voilà. Et ce que j'ai adoré, surtout sur la section internationale, c'est la diversité. En fait, je trouve elles sont assez bien composées. Et en fait, vraiment, là, tu as le sentiment de voyager très très vite. C'est-à-dire que t'enchaînes un film, une sorte de pseudo-romance lesbienne sur l'avortement singapourienne. Ouais. Et après, c'est un film d'animation allemand sur le cancer avec des trucs où tu pars dans l'espace. Et alors, juste, comment tu développes une romance en... ça dure quoi, 10-20 minutes? Ouais. Enfin, comment tu rentres dans l'émotion en si peu de temps? Bah, tu pointes un truc vraiment... qui est un peu mon problème avec le court-métrage. Moi, j'ai pas une grosse expérience du court-métrage et j'en ai pas vu tant que ça. Je me souviens d'ailleurs, il y a un truc qui a complètement disparu, mais quand on était enfant, parfois avant les films d'animation, il y avait des courts-métrages. Ouais, avant les Pixar, même avant les films. Un court-métrage. Ouais. Alors Pixar, ils ont maintenu ça et ils faisaient leurs propres courts-métrages, enfin des courts-métrages Pixar avant les films. Mais avant, il y avait des courts-métrages et même avant les films, je crois parfois. Ouais. Je m'en souviens pas, mais et ça doit dater. Faut nous dire en commentaire, nous expliquer. Mais ça, les courts-métrages ont disparu des salles classiques. C'est-à-dire que t'as plus ça. Donc par contre, il peut y avoir des programmes de courts-métrages, notamment pour les enfants. Quand ma fille était vraiment toute petite, les premières fois qu'on est allé au cinéma, on allait voir des séances de courts-métrages. Donc, c'est des courts-métrages d'animation rassemblés. Ce qui est bien pour les enfants parce qu'ils ont une capacité d'attention un peu réduite. Mais il n'y a pas trop de séances de courts-métrages pour les adultes, en fait. Ça n'existe pas tellement, quoi. Bah, sauf dans les festivals. Dans les festivals, c'est ça. Et j'avoue que à Cannes ou à Venise, quand j'y suis allé, j'ai peut-être fait une fois ou deux, mais vraiment pas beaucoup. J'ai pas beaucoup été voir les séances de courts-métrages. T'as déjà fait, toi ? Je ne crois pas, mais c'est aussi parce que effectivement, moi, j'arrive pas à rentrer dans l'émotion en un quart d'heure. Et en plus, comme c'est des séances où il y en a 5 ou 6 qui s'enchaînent, tu passes d'un film à l'autre en 1 minute et t'as pas trop le temps de rentrer dans l'univers et d'en sortir non plus, quoi. Moi, le côté zapping, ça, c'est quelque chose que j'aime bien, même sur le long métrage. C'est-à-dire que même justement en festival, où à l'époque, moi, il y a un truc que j'ai fait, c'est ce que j'ai appelé j'ai fait ça 2 fois dans ma vie. C'est le marathon des Halles. Et à l'UGC Ciné-Cité Les Halles, en fait, si tu t'y prends bien, genre le samedi, tu peux commencer ta journée à 9h. Et enchaîner les séances jusqu'à la séance de 22h et tu peux voir 7 films. Ouais, je vois. Mais t'as toujours un petit sas quand même d'une demi-heure, 1 heure. Ah non. Pour voir 7 films, parfois c'est 2 minutes, quoi. Le sas, c'est... Alors, sur la journée, il y a des moments justement où tu peux te faire une sorte de pause déj et tout, mais il y a des moments où tu dois vraiment enchaîner. Et j'aime bien ça, moi. Je me suis jamais fait de marathon des Halles, alors. Non, mais ça m'est déjà arrivé de voir 4-5 films dans la même journée. Ouais. Mais moi, j'aime bien avoir un petit moment quand même pour passer de l'un à l'autre. Enfin, c'est même par respect pour le film, j'aurais envie de dire, de au moins consentir à avoir 5 minutes de décompression. De décompression. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'existent les génériques de fin qui défilent à la fin des films. C'est pour que tu aies le temps de sortir de l'ambiance et de revenir dans la vraie vie. Mais alors, c'est vrai que, je pense que moi, je suis un cinéphile très irrespectueux. Typiquement, en vrai, je reste quasiment jamais sur les génériques de fin, dans mon usage classique du cinéma. Moi, c'est pas tant par respect pour les films qu'un besoin personnel d'un sas entre l'œuvre et la vraie vie. Ouais, par contre, j'adore le sas. Typiquement, tu vois, tu sors d'un film, il fait nuit et tout, et puis tu marches un peu, tu dépressurises l'après-film en marchant, en écoutant de la musique, ça j'aime bien. Ce que tu peux pas avoir si t'enchaînes 2 séances avec 2 minutes d'intervalle. Mais pour moi, c'est deux feelings tu peux aimer les deux, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'aime les deux. J'aime les trucs où je prends le temps. Tu peux avoir la double décompression après avoir enchaîné très très vite 2 films. Ouais, là, t'en as 2 qui te restent en tête. Bah après un marathon des Halles, là, moi, je suis chancelant. J'ai 7 films à digérer. Bah, la première fois que j'avais fait, c'était l'année, il y avait notamment Juno, John Rambo, il y avait Cloverfield, ah ouais. il y avait P.S. I Love You,
Ça partait dans tous les sens. Il y avait un film, un film de speed dating avec Elsa Zilberstein, je crois. C'était vraiment... Mais après, ouais, t'as quand même un peu la tête explosée. Enfin, je ne recommande pas de faire ça tous les week-ends. Il y a aussi le truc que quand tu vois 5 ou 6 films d'affilée, en général, t'en retiens 2-3. Oui. Et il y en a 3-4 qui passent à la trappe parce que c'est dû à la qualité intrinsèque du film, mais aussi que ton cerveau, il a trié les infos et il a gardé que, par exemple, le film avec Elsa Zilberstein, si tu te souviens pas du titre, c'est que ça t'a beaucoup moins marqué que le reste. Alors que peut-être tu t'en serais plus souvenu si tu l'avais vu que lui, t'avais fait une soirée avec ce film et t'avais eu le temps de digérer derrière. Peut-être, mais je pense aussi que pas grand monde se souvient de ce film. Mais ça aide à faire le tri plus vite. Et alors après, par contre, c'est vrai que sur les courts-métrages, il y a un autre truc qui est important, c'est... Enfin, moi, j'ai ma limite avec le court-métrage, parfois, il y a trop besoin d'une chute. Enfin, les scénaristes sur les courts-métrages vont trop chercher à faire une chute. Peut-être que c'est nécessaire, mais moi, parfois, ça me sort un peu du truc. Enfin, il y a un côté un peu trop gimmick de tu construis ton truc et t'as vraiment besoin d'une chute, d'une sorte de twist ou d'un truc un peu inattendu à la fin. Après, est-ce qu'il n'y a pas une chute aussi dans un long métrage, mais elle est moins artificielle parce que tu t'es plus attaché au personnage. Ouais, tu prends du temps, tu prends le temps de la construire. Et la chute dure 20 minutes. Donc, dans le court métrage, c'est une scène. C'est ça. Ouais, du coup, j'ai voyagé, j'ai vu un film malaisien en noir et blanc avec un bouc bisexuel qui normalement est promis à une sorte de sacrifice à la fin, et en fait le couple qui s'en occupe se prend un peu la tête pour savoir ce qu'ils vont faire de lui, parce qu'en fait c'est oui, alors explique un peu parce que en fait c'est censé être un mâle, mais il est enceinte. Et donc il se pose plein de trucs. Alors après il y a un spécialiste des boucs. Il est hermaphrodite plutôt que bisexuel. Non, parce qu'il est aussi bisexuel. D'accord. Et on ne sait pas s'il est hermaphrodite. Il n'y a pas trop d'analyse physiologique du bouc. C'est plus sur son caractère. Et c'était pas mal. Tu crois qu'il n'y a pas de quoi faire un long métrage sur cette histoire de bouc bisexuel? C'est pour ça qu'ils ont fait un cours. Faut raconter une autre histoire, ouais. J'ai vu un film de motocross néo-zélandais. Ok. Mais alors, est-ce que c'est que des films qui ne sont pas encore sortis? Ou c'est des trucs en fait, sortis, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est des films qu'on peut voir en dehors du festival? Alors, très bonne question. Et en fait, de ce que j'ai compris, il y a un vrai problème avec le court-métrage sur sa diffusion. C'est que, justement, quand les films font les festivals, ils peuvent pas trop être diffusés sur Internet parce que je crois que les festivals demandent à ce qu'ils soient pas dispo sur Internet pendant qu'ils les diffusent. Et en fait, comme les courts-métrages, ils ont pas vraiment des sorties cinéma. En fait, ils font la tournée des festivals. C'est beaucoup ça. Donc en fait, d'ailleurs, c'est ce que nous avait dit Alexandra quand on l'a reçue sur Marie à tout prix, qu'elle elle fait beaucoup de courts-métrages. Et en fait, sur sa chaîne YouTube, elle n'a pas forcément les derniers films qu'elle a fait parce qu'ils sont en train de faire la tournée des festivals. Donc parfois, tu dois attendre, d'après ce que j'ai compris, pas mal de temps avant de pouvoir voir. Ouais, l'équivalent de la sortie salle pour un long métrage, c'est la fin de la tournée. Ben non, c'est pas la fin, c'est la tournée. C'est-à-dire que l'exploitation en salle pour un long métrage, c'est la tournée des festivals pour un court métrage. Là, je pensais à comment les gens qui nous écoutent peuvent voir les films dont je parlais. Par exemple, là, tu pourrais donner les titres des films dont on a parlé et juste ça sert à rien parce que les gens pourront pas les voir tout de suite. Ouais, alors si vous êtes un auditeur de l'année prochaine. Je peux donner des titres quand même parce que donc le film de Book, qui est un film malaisien et philippin, il s'appelle Bé. Ok. Super titre. Facile à retenir. J'ai vu un film de motocross néo-zélandais avec un frère et une sœur, ça s'appelle Quand les oies prennent leur envol, assez joli. Ah, et j'ai vu un film qui raccroche un peu avec notre tournée. C'est un film britannique qui s'appelle Nostalgie. C'est même le titre, enfin c'est Nostalgie, le mot français, c'est le titre original. Et en fait, c'est un mec qui est une ancienne gloire de la pop des années 80 et qui a été invité par une association d'anciens combattants à côté de Belfast, je crois, pour faire un concert. Et ils lui ont vendu qu'ils étaient hyper fans de lui. Ouais. Et donc il arrive dans une petite salle qui paye pas de mine et il s'installe, machin. Il demande s'il faut pas faire la balance avant. Le mec de la salle lui dit oh non t'inquiète, tout le monde s'en fout. Et il commence à faire son concert. Et donc il y a que des vieux qui parlent, qui le regardent même pas et tout. Et en fait le truc c'est que ils sont fans en particulier d'une chanson de lui. Et à la fin quand il chante la chanson en question, là tout le monde dans la salle est à bloc, chante et tout. Ah ouais. Il a qu'un seul tube. Il a un tube pour ces gens-là en particulier. Okay. Et en fait, ça rejoint un peu les angoisses de quand on va en tournée dans des ciné, on ne sait pas s'il va y avoir du monde, on ne sait pas si la salle va être pleine, on ne sait pas si les gens... Ça nous est arrivé, en fait, en fonction du public, parfois il y a des gens qui connaissent la chaîne
Et parfois, on est face à 8 retraités qui n'ont jamais entendu parler de nous. Et limite, ça les fait chier qu'on fasse un quiz. D'ailleurs, on n'a jamais eu ça, vraiment. C'est caricature. Non, on a déjà eu 0 personne dans la salle. Ça, c'est le cas extrême. Je caricature et tu dis un truc 10 fois pire. Non, non. Vaut mieux qu'il y ait 0 personne et tu fais pas de quiz que des gens que tu fais chier. Oui, on a jamais été dans le cas où on saoulait les gens. Où les gens ils regardent ailleurs et ils parlent. Non, mais on a été un peu dans le cas où en tout cas les gens étaient contents quand même. Bah c'est vrai que quand ils nous découvrent d'un coup ils sont ébahis. Non mais je crois il est bien notre quiz après. Oui, notre quiz il est bien. Venez si vous habitez à Amiens. Oui. Bah là c'est vrai qu'on est avant Dunkerque, là on est un peu on commence à avoir le track de est-ce qu'il y aura du monde et tout. Il y a quelques préventes. Il y a quelques préventes, ouais. On dira pas le nombre. Il y aura pas 0 personne. Mais ouais, j'ai vu aussi un film, une sorte de thriller québécois. OK. Qui est plutôt pas mal, c'est juste un duo de flics avec la fille, elle est enceinte et ils débarquent sur une sorte de contrôle de routine, mais ils sont sur une enquête et en fait ça devient de plus en plus bizarre et la tension est plutôt bien gérée. Et ça, c'est des gens qui font que des courts-métrages ou c'est aussi des réalisatrices de longs Souvent, j'ai pas fouillé toutes les filmos et tout, mais souvent on est sur des gens qui sont plutôt au début de leur carrière. Donc en fait, c'est d'ailleurs toi, t'as peut-être des courts-métrages qui t'ont marqué, qui sont de cinéastes, de grands cinéastes ou de cinéastes connus, qui sont souvent le début de leur carrière. Ouais, mais c'est aussi parce qu'en fait, les rares courts-métrages que j'ai vus, c'est parce que c'était des réalisateurs que j'admirais. Donc, typiquement, il y a le premier film, le court-métrage de Scorsese, The Big Shave, des films comme ça qui sont un peu cultes. Ouais. Mais parce que ensuite, eux sont devenus des grands cinéastes de long-métrage. Mais à part ça, en fait, je suis pas attiré par cette durée-là. De la même manière que je suis pas tellement attiré par le format série. Il y a un truc qui est parfait avec le film de 1h30, 2h. Et je suis habitué à ça. Et c'est aussi peut-être un manque de curiosité. Il faudrait que je prenne le temps de voir des courts-métrages qui ont été primés, des choses comme ça. Mais a priori, j'ai pas cette envie de voir une histoire d'un quart d'heure. Je sens que je vais jamais être emporté comme je peux l'être sur un film qui dure 2 heures. Ouais, je comprends. Et je suis un peu comme toi. Mais là, dans cette configuration-là, avec les sections et avec, je trouve, des enchaînements entre les films plutôt bien pensés, j'ai vraiment bien aimé. Donc ça m'a vachement donné envie de retourner à Clermont. Alors par ailleurs, l'ambiance dans la ville et tout, tu sens que il y a un public assez jeune, assez international. L'ambiance m'a paru super cool. Enfin, vraiment, j'ai été très séduit par le festival en lui-même. Et j'aurais voulu, en fait, comme ça dure assez longtemps, je pense que tu peux voir vraiment beaucoup de films en prenant un peu de temps. Ouais, bah du coup, ouais. Et donc, je me suis plutôt focus sur les sélections internationales. J'ai vu un bout de sélection française qui était pas mal d'ailleurs. Sur la sélection française, j'ai vu un enchaînement où il y a un film qui était un docu sur une histoire de famille très dure, documentaire qui revient rétrospectivement sur cette histoire de famille avec des belles idées de mise en scène en fait, tu as des témoignages audio et il y a des trucs de mise en scène où par exemple, la réalisatrice, elle découpe des sortes de portraits, elle fait une sorte de maison en papier pendant que t'entends les témoignages et les trucs qui racontent l'histoire de la famille. Donc en fait, tu suis toute l'histoire de la famille. C'est un documentaire. Comment on dit rétro. Non, merde, j'ai un mot. Un document. De l'autofiction. Ouais, non, c'est pas de la fiction. C'est un documentaire autobiographique. Okay. Donc hyper émouvant. Et en plus, qui se termine par du coup jolie petite histoire par Cendrillon de téléphone. Ouais. Chanté en live. Ça s'appelle comment ce film ? Jolie petite histoire. C'est le titre du film. Et enchaîné avec ça, donc c'est vraiment très émouvant. Et après, il y avait une comédie avec Sébastien Chassagne qui était un peu délirante. Et le pitch de la comédie était pas mal. Et d'ailleurs, j'aimerais bien justement voir plus de comédies en court-métrage justement pour voir ce que ça fait. Et là, le pitch de la comédie, c'est Sébastien Chassagne qui est en couple. J'ai oublié le nom de l'actrice, mais elle attend un enfant. Et il y a un mec qui vient chez eux pour monter un meuble, qui est missionné par une société spécialisée dans le montage de meubles. Et avant de partir, il leur dit « Ah, vous n'avez pas pris l'option départ automatique ?» Et en fait, il faut faire une démarche par téléphone où tu tombes sur un répondeur téléphonique et tout. Et ça leur dit « Oui, l'attente est de 6 mois, 3 jours et tout. » Et en fait, tant qu'ils n'ont pas validé avec le service client, le mec qui est venu monter les meubles, il doit vivre chez eux, quoi. Il peut pas partir. Et en plus, à un moment, il raccroche. Et du coup, en fait, ça dure 3 ans, finalement. D'accord. Et c'est un ménage à 3. Ouais.
Ok. Et bon, voilà, pitch de comédie qui fait pas un long métrage, je pense, mais qui marche bien sur le court. Alors qu'il y a beaucoup de comédies long métrage sur des high concepts qui Aurait dû devraient être pas un durer court. un long métrage, ouais. Et c'est marrant parce qu'on parlait de court métrage avant des longs métrages et au festival de l'Alpe d'Huez, qui est un festival public où n'importe qui peut aller, Ouais. il y a systématiquement un court métrage avant les projections officielles de, Ah bah ça de c'est long cool. métrage. Donc t'en as vu Donc là. ça c'est assez cool. En fait c'est vrai que j'avais oublié que je les avais vus. Ah merde. Mais Par contre ils t'ont pas marqué quoi. non, pas tant, ouais. Après, je pense que c'est un format qui se prête plus à la comédie qu'à installer de grands enjeux dramatiques. Je pense que c'est possible de faire rire en un quart d'heure. Mettre quelqu'un dans une émotion telle qu'un drame de 2 heures dans un quart d'heure, ça me paraît plus compliqué. Mais c'est sûrement possible, hein. Encore une fois, Ouais. j'avoue mon ignorance à ce sujet. Non, mais il y a aussi, effectivement, quand tu disais est-ce qu'il y a des spécialistes du court-métrage, je pense que ça reste quand même une sorte d'étape où la plupart des cinéastes ont besoin de faire leurs preuves et ils veulent aller vers le long. Enfin, je pense que c'est quand même ça un peu le mouvement naturel. Ouais. Après, il y a des genre Wes Anderson, il continue à faire des courts-métrages de temps en temps. C'est souvent des commandes, je pense, mais il y a aussi une envie chez certains réals de travailler le format court. Mais c'est vrai que, effectivement, comme tu les vois pas au cinéma, il faut le vouloir pour les découvrir, quoi. Faire la démarche de se dire je vais aller sur Netflix pour voir le court-métrage de... Ouais, non, mais c'est en tout cas, je trouve que enfin, le festival dans son format en lui-même m'a vraiment séduit. J'aurais eu envie de rester plus longtemps et de voir plus de trucs. Et d'ailleurs, il y a Anis Rally qui était avec moi aussi, qui faisait partie des invités en plus de François et Marie pour la soirée vidéo web. Et lui était déjà allé plusieurs fois à Clermont et il m'a conseillé un truc à tester. Et je pense que toi ça te parlerait. Il y a aussi une section expérimentale. Ouais. Et donc là on part sur des trucs. Il dit là c'est vraiment le grand saut quoi. tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Je pense que c'est un bon format aussi pour tester des choses, effectivement, sur 10 minutes, qui serait pas forcément possible de faire dans l'économie du long métrage et des sorties en salle. Donc ouais. Mais ça me donne envie d'aller une fois à Clermont pour voir, effectivement, parce que comme c'est focus court métrage, tu peux pas te défiler, t'es obligé de voir des courts métrages, alors que dans n'importe quel autre festival, t'as des longs métrages à découvrir. Donc. Et aussi globalement, même si j'ai pas non plus un coup de cœur hallucinant où je me suis dit là putain je viens de découvrir le cinéaste de demain, mais globalement de tout ce que j'ai vu, le niveau il est quand même assez élevé quoi. Ouais. On n'est pas sur des trucs amateurs du tout, enfin même le niveau du très bon niveau quoi globalement. Ouais. Parce qu'ils doivent en recevoir des milliers et des milliers, comme à Cannes, ils reçoivent tous les longs métrages qui et en plus, là, comme je te disais, il y a pas mal de courts-métrages qui en plus ont déjà été sélectionnés dans les grands festivals. Okay. Donc ils peuvent se permettre ça, c'est pas de la première exclusivité. Ouais, je pense qu'ils reçoivent énormément de trucs. Ils en passent pas mal, mais globalement, c'est de très bonne qualité. Mais du coup, bon, alors on a dit en free jazz, là c'est vraiment exceptionnel que j'ai vu des courts-métrages et qu'on ait parlé de courts-métrages, mais on avait dit, en gros, le principe sur ces épisodes-là, c'est de parler de ce qu'on a fait dans notre vie, de ce qu'on a vu au cinéma. T'es allé au cinéma, je crois pas, hein, en 2025. En 2025, si que j'en ai vu quelques-uns. En 2026, pardon. 2026, j'ai vu un seul film. Je suis parti en week-end à Amsterdam. Ok. C'était bien. C'était cool. T'étais déjà allé à Amsterdam ? Non, c'était la première fois. Bon, je trouve que c'est une ville où les piétons sont pas les bienvenus. Il faut se déplacer en vélo, sinon t'es mort. Ok. Mais c'est quand même cool. Et donc ils ont un super cinéma, un cinéma pâté, qui s'appelle le Tyszynski Theater, qui est Mais c'est vrai que quand on visualise un cinéma pâté, ça ressemble pas à ce qu'on visualise. Non, c'est vraiment style art déco ou art nouveau, je confonds. Non, art déco, je pense. Art déco avec des salles magnifiques. Dans une de ces salles, j'ai vu Vie privée de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster. Et donc, je crois que c'est le seul film que j'ai vu au cinéma en 2026 pour l'instant. C'est marrant de voir Jodie Foster jouer en français. Ouais. Et notamment, alors elle n'est pas en couple, mais son ex, c'est Daniel Auteuil. Et donc voir le couple Jodie Foster, Daniel Auteuil, j'aime bien. Et c'est la mère de Vincent Lacoste aussi. Donc il y a une espèce de dissonance cognitive marrante. Mais après le film, il y a beaucoup de... Enfin, je suis pas très intéressé par l'histoire. Et comment a réagi le public hollandais à ce film ? Plutôt froidement, genre il n'a pas réagi outre mesure. Après c'est pas comme une comédie, un film où on réagit, c'est un film ça raconte quoi en fait ? Thriller. Ah, c'est un thriller ? Ah, j'aurais pas du tout imaginé ça. Ouais, c'est à la fois un thriller et un film psychologique. En fait, Jodie Foster joue une psychologue
Et l'une de ses patientes s'est suicidée, si je me souviens bien. Et du coup, elle culpabilise. Elle culpabilise et... Attends, est-ce qu'elle s'est suicidée ou est-ce qu'elle s'est fait assassiner? Je sais plus. Il y a peut-être un twist. Il y a un doute, en fait, et elle mène un petit peu l'enquête sur la vie de sa patiente, et en même temps, elle fait une introspection de sa propre vie à elle, d'où le titre Vie privée, je pense. Et ouais, ça vaut pas forcément le coup d'aller le voir au cinéma, peut-être pour rattraper juste pour le plaisir de voir Jodie Foster jouer en français, mais sinon pas plus que ça. Toi, t'as vu des films récemment? Ouais, j'ai vu plusieurs films. J'ai vu notamment Hamnet, qui est un des films pressentis aux Oscars, réalisé par Chloé Zhao, qui avait eu l'Oscar du meilleur film pour No Man's Land il y a quelques années. Ouais, que j'avais vu, qui était très cool. Ouais, c'était bien. Ouais. Là, on est dans un style assez différent. Déjà, c'est un film d'époque. Donc ça parle de Shakespeare, si ça parle de la vraie vie de Shakespeare. Ouais. Et Hamnet, en fait, c'est le nom de son fils. Et en fait, il a des enfants. Et il a une femme, et d'ailleurs, alors j'ai oublié le nom de l'actrice, qui elle aussi est pressentie, voire quasiment sûre de gagner l'Oscar de la meilleure actrice. Et ouais, donc elle vit à la campagne, elle est très proche de la nature, et lui, en fait, il doit aller à Londres pour le taf. Le taf de William Shakespeare, qui fait des pièces de fou et tout. Et oui, il écrit déjà des pièces de fou à cette époque-là. Ouais, c'est ça, il commence à être populaire et tout. Et en fait, il leur arrive un truc très tragique qui va l'amener à écrire Hamlet, qui est le blockbuster des tragédies de l'histoire dans la langue de Shakespeare. Et non pas Hamnet alors, parce que pourquoi ça s'appelle c'est un peu confusant. Si on... Non, mais Hamnet, c'est le nom du fils. D'accord. Et du coup, il a dû vouloir changer une lettre. Et je crois qu'il y a une sorte de carton au début qui dit que en fait le prénom, tu peux l'écrire avec un L ou avec un N. Les deux marchent, enfin c'est le même prénom. Okay. Et il y a aussi un élément important du film qui est de la musique de Max Richter. Okay. Les gens qui n'aiment pas le film parlent de tire-larme, mais je pense que même quand t'aimes le film, tu peux assumer que c'est un tire-larme, quoi. C'est vraiment le truc où tu y vas pour un moment, tu dois tout lâcher. Et c'est une musique tire-larme de Max Richter aussi. Il y a du violon à Max, c'est vraiment... Okay. Et en fait, c'est marrant parce que moi, dans mon esprit, même si les films n'ont rien à voir, enfin s'il y a un gros point commun, mais en tout cas, ça m'a fait penser à Sirat et ce dont on avait parlé dans l'épisode bilan 2025 sur Sirat. Okay. Sauf que l'événement qu'on peut qualifier par nom de code, l'événement du frein à main, est amené différemment, mais la finalité est la même. Et dans les deux cas, bah pareil, ce que j'avais déjà expliqué sur Sirat, c'est que moi, il y a un certain nombre de tabous. Là, je tourne trop autour du truc. Bon, je vais spoiler comme un porc, mais en fait, quand tu dans un film, ça peut me sortir du film, quoi. Et moi, dans Sirat, ça m'avait vraiment sorti du film. Et dans Hamnet, quand le truc se passe, je n'étais pas encore rentré dans le film. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. D'accord. Sauf que après que ce soit passé, après que l'événement tragique ait eu lieu, là, petit à petit, il se passe des trucs avec les personnages qui m'ont petit à petit fait rentrer dans le film jusqu'à la fin du film où là, j'étais complètement dedans et là, ça a tiré toutes mes larmes. Là, j'ai vraiment pleuré. Mais plus dans le mélo que Sirat, je suppose. Ouais, oui, beaucoup plus dans le mélo. Même si Sirat, c'est aussi la musique a son importance, mais on n'est pas sur le même genre de musique. Et ouais, j'ai été hyper sensible à un truc qui est en fait la guérison par l'art, et même plus que par l'art, la guérison par la fiction. C'est comment raconter des histoires peut-être te sauver, quoi. C'est un peu ça le sujet de la fin. Donc c'est William, il est sauvé, mais sa meuf peut-être pas. Et si, c'est ça qui est super beau. C'est vraiment très beau. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super à la fin. C'est il sauve aussi sa femme par ce même geste, quoi. Enfin, il y a un truc. Les deux, ils arrivent à surmonter quelque chose d'insurmontable par la force de la fiction. Enfin, il y a un peu un truc comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Donc ça, ce serait le meilleur film que tu aies vu en 2026 ? Alors non, en fait, d'ailleurs oui, c'est vrai que là, il faut que je me replonge dans mon Letterboxd, dans mon diary, pour savoir ce que j'ai vu récemment. Mais moi, je viens de regarder mon Letterboxd, je confirme que j'ai rien vu au cinéma en 2026 à part Vie privée. Ce qui est d'accord. Bah non, il y a des moments comme ça, quoi. Mais parce que, en fait, ouais, c'est ça. Dans les épisodes qu'on va faire comme ça, les épisodes Free Jazz, en attendant de trouver un meilleur nom. Ça va complètement rester Free Jazz pendant 10 ans.
Ouais, ça peut revenir à regarder notre diary Letterboxd et se dire ah tiens qu'est-ce qu'on a vu récemment. D'autant que en plus, moi j'oublie tout le temps quand on me dit quel dernier film que tu as vu, je suis incapable de restituer les derniers trucs que j'ai vus. Par contre, je peux en parler si j'ai la liste devant moi, mais ça c'est l'âge. Hein. À partir de la fin de la trentaine, on commence à oublier ce genre de choses-là. Bah, j'ai vu pas mal de films, mais très peu au cinéma. Et donc, en fait, j'ai vu un autre film seulement au cinéma. Depuis, c'est Dreams de Michel Franco. Ok. Dont on a un petit peu parlé vite fait aussi sur l'épisode précédent. Ouais, on a parlé de Michel 2025. Franco dans le côté cinéaste qui te fait vivre un truc radical. Ouais. Très violent. Moi, j'ai un peu de mal. Enfin, c'est surtout sur un des films de Michel Franco que j'ai du mal. J'en ai vu d'autres qui sont moins, qui ont moins ce truc. C'est Después de Lucia que t'as pas supporté. Ouais. Bah, en gros, je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais Después de Lucia, ça raconte, ça raconte pas mal de choses, mais ce que tu vois pendant tout le film, c'est en gros une petite fille se faire harceler par ses camarades de classe. Ouais. Mais c'est un film qui est sur le deuil aussi, sur plein d'autres sujets, mais les images sont tellement rudes à voir que moi, ça m'a complètement sorti du film. Ouais. Et de toute façon, lui, il aime bien montrer des choses un petit peu extrêmes, des expériences de la vie plutôt extrêmes. Alors, je sais pas si c'est très le cas extrême même. Sur en fait, sur ce... moi, j'ai pas vu son premier film, mais le pitch de son premier film est horrible. Donc lui, il est mexicain. C'est les films. Initialement, ça se passe au Mexique. Et son premier film, c'est un frère et une sœur qui se font kidnapper. Ah, je l'ai vu. Et donc, de ce que j'ai compris, les ravisseurs les forcent à tourner un porno ensemble. Ouais. C'est horrible, c'est ignoble. Et alors, en fait, t'as ça au début. Et en fait, le film est surtout axé sur ce qui se passe après, enfin sur les relations. Ah, parce qu'après, il les relâche. Ouais. Oh là là. Et après, la vie continue normalement. Sauf qu'ils sont traumas dedans. Et voilà. Et donc, du coup, tu vois. Donc, c'est plutôt. Il y a moins le côté snuff movie qu'il y avait dans Después de Lucia. Okay. De juste pendant 1h30, tu vois des scènes atroces. Le film est atroce, mais c'est plus un drame psychologique, quoi. Mais bon, ça reste un film compliqué à voir. Okay. Et en fait, avec Después de Lucia, le film était en sélection à Un certain regard à Cannes. Et Tim Russ était dans le jury et il a adoré le film. Et du coup, il a rencontré Michel Franco à cette occasion. Et le film suivant de Michel Franco, c'est un film avec Tim Russ. Oui. Où Tim Russ joue un infirmier un peu en soins palliatifs qui vient à domicile chez des gens en fin de vie. Et en fait, moi, mon analyse... Donc, moi, on m'avait dit beaucoup de mal de Después de Lucia quand je l'ai vu. Donc, je suis rentré... J'ai découvert Michel Franco avec un a priori négatif. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que effectivement, il y a ce que tu décris qui est un côté un peu snuff movie. Enfin, c'est vraiment très rude ce qui se passe pendant tout le film. Mais ce que j'ai décelé dans ces films et qui s'est un peu confirmé par la suite, c'est qu'il fait beaucoup de films métaphoriques en fait. C'est-à-dire que ce qui est montré au premier degré raconte en réalité un peu autre chose. Et pour moi, Después de Lucia, c'est un film sur l'expérience du deuil et pas n'importe quelle expérience du deuil, mais la question de la culpabilité dans l'expérience du deuil. Et en fait, le père et la fille dans Después de Lucia, la mère est morte d'un accident de voiture et la fille en particulier vit une sorte de culpabilité liée à la mort de sa mère. Et en fait, la souffrance est une sorte de truc, qu'elle doit traverser pour dépasser cette culpabilité. Enfin, un chemin de croix. Ouais, il y a un sujet chrétien. Comme ça. Ouais, je pense que c'est des influences. Et d'ailleurs, dans le film avec Tim Russ qui s'appelait Chronique, il y a aussi tout un aspect métaphorique avec, je pense, des références un peu mythologiques sur la rivière, le Styx, la traversée entre la vie et la mort, parce que lui, toute sa vie se situe à cet endroit, à aider les gens à traverser, à aller vers la mort, quoi. Mais avec un sujet comme ça me paraît moins, j'allais dire crapoteux, c'est peut-être pas le bon mot, mais moins rude que les autres films qu'il a fait, quoi. Et après, il a fait d'autres films, et en fait, progressivement, il s'est un peu adouci. Oui, d'ailleurs, on a vu ensemble un autre film avec Tim Roth dont je me souviens plus le titre. C'est le film qu'il a fait après Chronique, je crois. Sundown. Sundown, ouais. Une histoire de kidnapping aussi au Mexique, mais avec une famille d'Américains qui viennent au Mexique. C'est une histoire de kidnapping dans ce film ? Il n'y a pas une histoire de kidnapping ? Je sais pas, pour moi c'est pas un mec qui est malade ou un truc comme ça. J'ai complètement mais en fait, ce film, en fait. Il laisse sa femme et en fait, il tombe amoureux d'une jeune meuf sur la plage
Ouais, mais c'est souvent métaphorique. Et après, plus récemment, il a fait Memory avec déjà Jessica Chastain. Et là, c'était aussi sur un truc très traumatique, mais traité avec plus de sensibilité, et c'était super. Ouais. Et là, on en arrive au film dont je parlais au début, donc Dreams, qui commence comme une sorte d'histoire d'amour extrêmement sexuelle entre Jessica Chastain, qui est une riche, j'allais dire héritière, mais son père est toujours vivant, mais donc elle est d'une famille très riche, et elle gère une sorte d'école de danse, et elle a une histoire avec un jeune danseur, qui est vraiment, le gars, il est hyper beau, Ouais. hyper bien gaulé et tout, il s'appelle Isaac Hernandez, et ils ont une histoire, quoi. Jeune, quel âge? Il est bien plus jeune qu'elle, mais il est pas mineur ou quoi, mais D'accord, la ok. différence d'âge a un aspect quand même. Parce Et que il je y a... l'aurais bien vu sur une histoire de pédophilie. Ouais, comme non, ça. mais quand même pas. Mais il y a un rapport de force très déséquilibré. D'accord. C'est-à-dire qu'elle, elle a tout l'argent. Lui, il est clandestin. En fait, au début du film, tu le vois traverser clandestinement la frontière. Et elle vit à San Francisco. Et en fait, ils ont l'histoire. Elle vit à San Francisco, mais elle l'a rencontré au Mexique. Et lui fait le truc de traverser clandestinement la frontière. Ouais. Et ils ont leur relation, il y a le rapport de force, il y a le père qui ne supporte pas qu'elle puisse avoir cette relation, il y a tout un sujet comme ça. Et il y a le risque à tout moment, comme il est sans papier, qu'il se fasse expulser. Mhm. Et le film, je trouve, tient vachement bien sur la relation, sur tous les sous-entendus, sur plein de trucs qui se passent. Et à un moment, et là je vais pas du tout spoiler parce que le film est encore en salle, mais il y a un truc où je trouve qu'une ligne jaune est franchie. Un frein à main encore. Ouais, c'est autre chose. Mais il y a un truc qui me semble gratuit et qui, même parce que là, je pense, j'ai vraiment une lecture aussi métaphorique du film, où pour moi, c'est un film qui raconte la violence de l'Amérique vis-à-vis des populations migrantes et de sous toutes ses formes, enfin une sorte de mépris, une violence psychologique. Enfin, il y a plein de trucs sur ça qui sont à la fois explicités dans le film et qui aussi, de manière générale, dans la relation en fait entre Jessica Chastain et ce mec, c'est la violence de l'impérialisme américain et qui est racontée. Et en fait, il se passe un truc entre les personnages à un moment qui va trop loin et qui est tellement violent et gratuit que ça fait un peu s'effondrer même cette lecture métaphorique, quoi. Donc du coup, le bilan du film... Bah, tout tombe un peu à l'eau pour moi. Enfin, il y a un truc... Ah oui, à ce point-là. Ouais, c'est trop... tu sors avec un goût très amer quand même dans la bouche, quoi. Ok, donc j'irai pas. C'est clair. Non, bah là, c'est vrai que ouais, pour les Michel Franco sensibles, là, c'est... Pendant toute une partie, ils sont très beaux. Mais, j'ai envie de savoir. Enfin, je pourrais te dire hors antenne si tu veux. Donc voilà, donc t'as vu ça, t'as vu Michel et t'as vu, t'as vu deux films cette année. J'ai vu que 2 films au cinéma, ouais. Par contre, là, depuis le début de l'année, j'ai vu beaucoup de films chez moi. Ouais. Et des trucs très variés. Je sais pas s'il y a des trucs que je regarde vite fait, s'il y a des trucs qui m'ont marqué. Toi, il y a des trucs qui t'ont marqué là que t'as vu depuis. Moi, je vais souvent en bibliothèque. Okay. Et j'ai l'abonnement DVD des bibliothèques de Paris, donc j'ai accès à 1 milliard de trucs. Ils avaient dans une des bibliothèques un coffret Jean Eustache avec l'intégrale des films de Jean Eustache. Donc j'ai rattrapé quelques films. Après j'ai dû rendre les DVD parce que pour laisser la place aux autres. Donc j'ai rattrapé le début de carrière de Jean Eustache. Donc Jean Eustache, c'est le réalisateur qui a fait notamment La Maman et la Putain, qui est un film culte des années 70 avec Jean-Pierre Léaud, donc que j'avais vu il y a pas si longtemps, que j'avais rattrapé qui s'est suicidé quand il avait à peu près 40 ans. Donc en fait sa carrière elle est courte par la suite. En se tirant une balle dans le cœur. C'est assez flamboyant comme geste. Il faut vraiment tourner le poignet de manière assez inconfortable. Exactement, ouais. Non, mais c'est parce qu'il avait eu un accident, je crois. Il était tombé d'un étage et il était plus ou moins infirme et du coup, il n'a pas supporté, il s'est suicidé. Mais il a laissé quand même quelques films, notamment des courts-métrages et des moyens-métrages. Donc ça reboucle avec ce qu'on disait. T'as vu La Rosière de Pessac? Bah justement, j'ai vu La Rosière de Pessac et j'ai vu les 2 Rosières de Pessac. Les 2 versions. Il y a 2 versions. Et ça, toi, tu as vu les 2 aussi? Je crois que j'en ai vu une. En fait, il y a quelques années une rétrospective. Enfin, il y a quelques années, il y a bien 15-20 ans. Ouais. Une rétrospective Jean Eustache à Beaubourg. Et j'avais vu plein de films à cette occasion, et notamment des courts-métrages. Notamment, il y avait les photos d'Alix, si je me trompe pas. J'ai pas vu ça. Et ça, c'était génial. Ça, c'est quoi? Je pense que c'est un des courts-métrages qui m'a le plus marqué de ma vie.
où en fait c'est juste une femme qui fait défiler des photos qu'elle pose sur la table et qu'elle commente. Ouais. Et en fait, c'est assez court, hein, le film. Et le dispositif, elle commente les photos et pendant un certain temps, son commentaire est en rapport avec ce qu'on voit. Ouais. Et très progressivement, ce qu'elle raconte n'a plus aucun rapport avec les photos qu'on voit. Et ça fait un effet dingue. Mais c'est un dispositif de montage ou c'est juste Non, que il y a un truc, une elle digresse. déviation entre l'image et ce qui est raconté. Ok. Et il était souvent justement sur des trucs, des films un peu à concept entre le réel et la fiction. Et il y a aussi un diptyque qui est génial, c'est Une sale histoire. Ouais, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps non plus, ouais, aussi. Ouais. Et en fait, c'est le principe d'une sale histoire, c'est qu'il avait un de ses amis proches qui racontait une histoire un peu scabreuse et glauque d'un gars qui va espionner les femmes dans les toilettes d'un bar. Est-ce que c'est pas lui-même d'ailleurs? Je crois que il raconte à la première personne, non? Le gars, oui. Ouais. Oui, mais c'est un pote de Jean Eustache. Oui, oui. C'est Jean-Noël Pic. Jean-Noël Pic, Ouais. voilà. Et donc ce gars raconte l'histoire à des gens qui sont autour, qui sont choqués un peu de ce qu'il raconte. Et il y a la deuxième partie du film où c'est Michael Lonsdale qui réincarne le rôle de Pic et qui raconte cette sale histoire. Donc du coup, tu as la nuance entre la vraie personne qui a vraiment fait ce qu'il est en train de raconter et quelqu'un qui joue. Enfin, il y a tout un truc intéressant. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup des dispositifs et c'est pareil, le fait de La Rosière de Pessac, le fait d'avoir fait 2 films à une vingtaine d'années d'intervalle, c'est super intéressant. Ouais. Peut-être qu'on peut dire ce que c'est, La Rosière de Pessac. Donc c'est un documentaire, il a fait des documentaires et des fictions. Donc c'est un documentaire dans la ville natale de Jean Eustache qui est Pessac. Qui est un peu vers Bordeaux, quoi. Enfin, c'est dans le sud-ouest. Et à Pessac, tous les ans, alors ça n'existe plus maintenant. Ah, je voulais te demander, est-ce que tu t'es renseigné mais c'est très récemment, je pense, il y a 4-5 ans. Il y a une dizaine d'années. Ok. Et tous les ans, le maire ainsi qu'un comité de la mairie désignait la Rosière de Pessac, qui était la fille la plus vertueuse de Pessac. C'est une sorte de concours de Miss, mais un peu avec des valeurs oui, voilà, à l'ancienne, quoi. La vertu, quoi. Enfin, ouais. C'est des gentilles filles, quoi. et c'était la marrant. plus belle vierge du quartier. Non, c'était aussi des filles qui galèrent dans la vie, qui sont nées dans des familles où c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'argent et tout, et qui s'en sortent quand même. Et c'est marrant, c'est vraiment à l'arrache comme concours. C'est pas du tout comme les Miss parce que t'as le maire et t'as un comité avec genre une association de vieilles, je sais pas ce qu'elles font exactement. Et en fait, c'est la caution morale aussi. Il y a un peu un aspect moral. Oui, il y a de ça, ouais. Et en fait, pour désigner les candidates, c'est pas des candidates spontanées, en fait, c'est des gens du comité qui disent « Ah, moi je connais une fille de mon quartier qui est super, il faudrait qu'elle soit candidate et tout. » Et en fait, ils désignent une Rosière de Pessac sans du tout l'accord de la meuf en question. Oh, putain. Et donc après, ils vont aller se frapper chez elle et dire « Bravo, vous êtes la Rosière de Pessac. » Et après, il y a tout un tas de festivités avec une fanfare et tout. Et donc tu vois ça je crois que le premier film, ça doit être de 67 et le deuxième film, c'est 79. Et donc tu vois l'évolution des mœurs. Déjà, tu passes du noir et blanc en couleur, déjà, donc ça change complètement. Tu vois que en 79, il y a des HLM, donc c'est complètement une autre approche. Et puis même dans le Suite 67, le maire, il est super impliqué dans le truc. Enfin, tu sens qu'il aime cette tradition et tout. Et en 79, tu vois que le maire, c'est vraiment une corvée pour lui. Il fait le truc un peu de manière détachée. Enfin, il a envie que ça se termine au plus vite. Ça, c'est intéressant, les documentaires qui témoignent de l'évolution dans le temps, quoi. Retourner au même endroit, faire un peu le point. Souvent, ça donne des résultats hyper intéressants. Je sais pas s'il y a beaucoup de cas de documentaires qui ont été refaits presque à l'identique, en tout cas avec le même concept, à plusieurs années d'intervalle. Il y a un peu Depardieu, il a un peu fait ça. Notamment, il a fait beaucoup de films sur les hôpitaux psychiatriques. Oui, et puis il y a aussi ces documentaires sur la campagne. Il me semble, il y en a un où il revient des années après retrouver les mêmes personnes. Et... Ouais, ça c'est un truc qui est surtout frappant en fait par le montage. En fait, c'est-à-dire que ça marche pas dans l'exemple où du coup tu regardes 2 films différents, mais presque t'aimerais par le montage voir l'enchaînement d'un cut, l'avant-après, ouais. Ouais, voilà. Mais il y a quand même un peu de ça parce que sur la Rosière de Pessac, c'est quand même le même principe qui est répété d'année en année, donc
C'est comme plusieurs versions du concours de Miss France, quoi. Ouais, cette histoire de Rosière, ça me fait penser à... J'ai écouté un épisode du podcast Heavyweight. C'est un podcast américain et le concept souvent c'est de revenir sur des histoires un peu irrésolues, des cold cases mais pas criminels, quoi. Ouais. Des trucs vraiment anciens, mais de gens de la vraie vie. Et donc là, dans cet épisode, c'est une fille qui raconte qu'elle avait été élue reine de promo à la fin de son lycée. Ouais. Et donc, il y a l'élection qui se tient en amont du bal de promo. Et en plus, il se trouve que c'était dans une ville et dans un lycée où elle était quasiment la seule noire dans le lycée. Okay. Et donc, elle a été élue reine de promo alors qu'elle n'était pas très populaire et tout. Et du coup, elle était hyper flattée, hyper contente. Et le soir du bal de promo, au moment où ils appellent sur scène pour remettre la couronne au roi de la promo et à la reine de promo, ils appellent le roi de la promo qui est genre le quarterback hyper populaire et tout. Et au moment de l'appeler, ils appellent le nom d'une autre fille. Ouais. Pas elle, quoi. Donc elle est dégoûtée. Alors il se trouve qu'en plus, l'autre fille qu'ils ont appelée, c'est l'autre fille noire du lycée. Ok. Et donc elle est choquée. C'est-à-dire que pour elle, c'était le moment où elle allait avoir la couronne et tout. Et elle était trop contente. Et donc elle comprend pas ce qui s'est passé. Elle fuit un peu le truc pour aller pleurer toute seule. Personne s'occupe d'elle. Enfin voilà, elle se sent blessée. Et du coup, ça l'a marqué toute sa vie, quoi. Et donc des années après, elle se demande mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'ils ont confondu les noms ? Est-ce que quelqu'un il y a eu une ingérence ? Et le podcast enquête là-dessus. Ah oui, donc on n'a pas la réponse. Enfin, si, on a la réponse à la fin du podcast. Ouais, on a des réponses à la fin. Enfin, en tout cas, tout le podcast, c'est une enquête sur ça. Ok, marrant. Et ouais, c'est des trucs qui sont souvent désuets, surtout quand, dans le cas de la Rosière de Pessac, c'est genre les comités externes qui décident. Mais en fait, c'est des trucs pas très importants, mais en fait qui dans la vie des gens peuvent prendre une importance. Ah bah, c'est sûr, ouais. En fait, c'est vrai que quand tu regardes ça, tu te mets pas forcément du point de vue de la fille en question, mais je pense que c'est marquant, ouais, comme souvenir. Ouais. Mais en tout cas, voilà, j'ai découvert ça de Jean Hostel. J'ai aussi découvert son tout premier film qui s'appelle Mes petites amoureuses. Son premier long métrage. C'est pas son premier, celui-là. Alors, c'était peut-être un moyen métrage. Ah oui. Oui, en fait, c'est 2 courts métrages qu'il a sorti en salle sous le titre Mes mauvaises fréquentations. Il y a le Père Noël a les yeux bleus. Voilà, il y a le Père Noël a les yeux bleus et il y a un autre court métrage qui s'appelle Du côté de Robinson. Ok. Pour le coup, tu vois que c'est un premier film, que c'est 2 premiers films et que ça se cherche un peu. Il y a un ton un petit peu nouvelle vague. Ouais. Donc très libre. Si je dis pas de bêtises, le Père Noël a les yeux bleus, c'est tourné avec des chutes de pellicules de Godard. Oui, c'est ça, ouais. Avec Jean-Pierre Léaud. Ouais. Ouais, c'est assez distendu. Faut aimer cette époque-là du cinéma français où, il y avait beaucoup d'expérimentation dans les dialogues, dans la construction des histoires. Il n'y a pas vraiment de début, milieu, fin. Donc, c'est un peu, un peu vieilli. On a un peu de temps avant d'aller faire le quiz à Dunkerque, là, où il faut qu'on y aille. Il nous reste une petite demi-heure, je crois. Alors, du coup, on peut peut-être parler un peu de SF. Parce que comme on fait la tournée des cinémas dans le cadre de ce festival de science-fiction, on est en plein dans la SF. Ouais. Et d'ailleurs, ce soir, après notre quiz, ils vont passer Mad Max. Il y a un film qui dure 1h25, que j'avais complètement oublié à quel point c'était court. On faisait des films courts à l'époque. On sait. Alors ça, ne nous lançons pas sur la longueur des films, parce que ça, je ne comprends pas pourquoi les films sont si longs, quoi. Je pense que c'est un argument de vente en fait. C'est comme as pour ton argent. Comme les places de cinéma sont de plus en plus chères aussi. Tu dis ok, vous payez 24 €, mais vous avez 2h40 de film. C'est comme cet épisode de podcast qui fait qui est au-delà d'une heure pour vous accompagner sur votre trajet. Alors est-ce qu'il sera au-delà d'une heure? On ne sait pas parce que en fait, oui, je sais pas. Comme on n'a pas trop le timing, vu qu'on est un peu à l'arrache dans une chambre d'hôtel avec un nouveau matériel, on sait pas où on en est finalement. Mais non, moi j'ai une réflexion sur la SF qui m'habite de plus en plus depuis quelques années. C'est de voir à quel point en fait on a grandi avec des sortes de cris d'alerte du cinéma sur des dystopies ou sur tout ce qui peut mal tourner en fait si on fait pas gaffe, et d'avoir l'impression d'être entouré ou dirigé ou mené vers le précipice par des gens qui ont vu les films de SF, des Elon Musk, des Jeff Bezos et tout, et qui se sont dit intéressant, et qui ne font que imiter les méchants du film de SF. Qui trouvent ça super
2001 l'Odyssée de l'espace. Ouais, ben c'est vrai. Blade Runner et C'est vrai que là, ça s'est accéléré avec les IA et plein de trucs, mais ouais, on est dans un délire. Et donc, évidemment, enfin, en fait, ça devient presque tarte à la crème de dire 1984 et tout, dans quoi on est et tout, mais enfin, chaque jour nous rapproche un peu plus vraiment de tous les films de SF avec lesquels on a grandi, quoi. Bah, ça devient tarte à la crème parce que c'est vrai depuis un Parce que c'est certain vrai, nombre en fait, d'années. c'est Après, c'est pas au point d'un mec dans une télé qui nous regarde tous les jours, mais Ouais. on a quand même. Enfin, moi, je suis surpris à quel point. Souvent, j'ai des conversations avec des gens dans la vie de tous les jours, et 12 heures plus tard, Google, il me propose des trucs. Alors, je sais pas si c'est un biais. Attends, Google te propose quoi? Me propose, genre, je sais pas, j'ai parlé de. Oui, oui, ah, J'ai parlé d'une pelle à tarte et 12 heures plus tard, on me propose des pelles à tarte dans Google, alors que j'ai pas fait de recherche internet, j'ai juste Oui, dit oui. à l'oral. Et donc, ça fait 10 ans que les gens dénoncent ça, là. Le truc Et alors, j'avais même écouté justement un épisode de podcast du même studio que Heavyweight, un épisode de Replay All, où justement ils enquêtent sur est-ce que Instagram m'écoute, quoi. Enfin, est-ce que techniquement, il y a l'audio qui prend en compte pour les recommandations de pub et tout. Ouais. Et je crois qu'à l'époque, ils étaient arrivés à la conclusion que non, en tout cas pas officiellement, enfin pas que ça serait vraiment une grosse gauche. Ouais, bah, enfin, ce serait scandaleux. Je pense que c'est un biais que j'ai peut-être quand même un peu cherché un truc sur Google à un moment donné, ou que j'ai tourné autour. Oui, mais souvent j'ai cette impression-là en tout cas. Et si j'ai cette impression-là, c'est qu'il y a quand même cette peur d'être observé et d'être. Non, mais on est observé, ça c'est sûr. Oui. De toute façon, sur Google Maps, Google sait où je vais et tout. En fait, je pense que c'est pas forcément par l'audio. En fait, il y a plein d'autres manières de savoir, ou de prédire. Et d'ailleurs, justement, la prédiction, qui est en fait la logique technique des IA type ChatGPT, en fait, c'est un aboutissement très très élaboré de prédire la réponse que tu attends. Oui, c'est un petit peu magique en fait. C'est pas seulement de l'écoute et du Big Brother, c'est aussi que les algorithmes sont super forts. Ouais, c'est ça. Et on rentre dans des trucs. Bah là, t'as vu les pubs qu'il y a dans le métro sur le truc Friend, des pubs blanches. Ah oui. Et il y en a même c'est une. genre un pendentif voilà. qui est ton ami. Ouais, qui te parle. Ça. Ouais. Bah horrible ça. D'ailleurs, pareil, jeune créateur qui avait pas d'amis apparemment, et donc c'est comme ça qu'il a eu l'idée. Ouais. Déjà. Mais ça, c'est Her, c'est le film Her, et je trouve c'est fou à quel point Her, c'est devenu notre monde en fait. Normal, ouais. Un film, à l'époque où c'est sorti, on se disait, ouais, ok, donc dans peut-être 50 ans. Mais en fait, 10 ans plus tard, on y est, quoi. Ça, c'est ça. Et c'est un mélange de. Enfin, donc, effectivement, là, on est sur un truc, un pendentif qui, là, pour le coup, écoute toutes tes conversations, écoute tout ce que tu dis, et après, ça t'envoie des messages et ça nourrit. Enfin, bref, pour moi, de la grosse merde. Et aussi, effectivement, dans une logique où c'est marrant, là, c'est pas de la SF, mais c'était ça aussi dans un social network. Enfin, c'est comme ça qu'est présenté Zuckerberg dans un social network. C'est en gros un mec qui arrive pas à avoir des amis et qui, d'un coup, va créer un business qui va changer l'humanité, quoi. Mais là, c'est pareil, c'était dans un truc. Il a est-ce vu que justement, Zuckerberg, quand lui était jeune et pas encore un entrepreneur, est-ce que c'était pas son rêve d'avoir un pendentif friend, quoi? Est-ce que peut-être. Au-delà du côté mercantile est-ce que c'est pas le rêve de ces gars-là que tout le monde puisse avoir un ami, pas forcément humain, mais une compagnie? Oui, et en fait, je pense que dans Her, en plus, c'est pas forcément présenté de manière apocalyptique le truc. Non. C'est juste que le mec, il s'enferme un petit peu dans une relation qui est déséquilibrée, puisque de fait, c'est avec une machine. Ouais. Mais c'est pas non plus si dramatique que ça. Et d'ailleurs, les thématiques qui sont portées dans Her, c'est des thématiques sur lesquelles on peut réfléchir. Sur est-ce que ChatGPT qui fait psy, est-ce que c'est mieux que de pas avoir de psy du tout? Ce qui est sûr, c'est que le mieux, c'est de voir un vrai psy humain. Mais il y a des gens, à défaut de ça, ils parlent à ChatGPT et c'est peut-être pas si mal. Mais en fait, le problème, je dirais, avec les IA et des situations comme ça, c'est qu'en fait, le capitalisme ou l'ultra-capitalisme, qui est vraiment la logique qui sous-tend le développement de l'intelligence artificielle, c'est que, en fait, tu pousses le pragmatisme à un tel niveau que ça en devient absurde. C'est-à-dire que tu vas toujours... En fait, trop de rationalité, à mon avis, débouche sur l'absurdité, quoi. Ouais. Et en fait, tu dis, tout est l'enchaînement de cause à effet et l'enchaînement logique
est logique, mais la finalité est catastrophique, quoi. Oui, c'est surtout qu'en fait, ChatGPT, c'est une société qui doit faire de l'argent. Donc, c'est toujours le truc de si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et que du coup, le service qu'il propose, il peut avoir des aspects vertueux, mais il y a tout l'aspect financier derrière qu'il faut financer. Et... Oui, et qui en plus, là, dans le cas actuel, sans être spécialiste, là, vraiment, je dis n'importe quoi, mais a De toute façon, priori... c'est un épisode Free Jazz, on a le droit de faire du café du commerce et Non, mais digresser. c'est pas du tout rentable, c'est-à-dire que c'est des surinvestissements dans l'espoir, en fait, de contrôler le marché, mais en fait, ce qui est investi là-dedans dépasse largement ce que ça coûte, en fait. Ouais, mais j'imagine qu'il y aura Oui, il y a un plan qui fait qu'au final, ça va être rentable. Bah, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est même pas un niveau de rentabilité, c'est un plan logique général de globalement tout détruire pour laisser dans les mains d'une minorité de personnes le pouvoir et le contrôle, quoi. Enfin, c'est les plans de la SF. C'est ça que nous dit Terminator, ouais. C'est en fait, plus tu détruis et tu affaiblis. En fait, typiquement, le truc que tu disais à propos des psys, effectivement, d'un point de vue pragmatique et court terme, tu peux te dire c'est mieux d'avoir un psy en intelligence artificielle que pas de psy. Mais tu peux aussi essayer de penser à pourquoi les gens vont pas voir de psy ou pourquoi. Oui, c'est sûr. Et en fait, peut-être que là, tu vas rentrer dans des trucs de mais en fait, soit il n'y a pas assez de psy, ou alors ça coûte trop cher, ou alors les psys gagnent pas assez leur vie ou machin. Donc en fait, il y a un modèle économique et des choses à résoudre. Et en fait, tu te poses pas cette question parce qu'en fait, tu vas laisser les gens le faire eux-mêmes. Se poser toutes les questions de front en même temps et résoudre tous les problèmes qui se posent. Mais c'est vrai que en l'absence d'une solution aux problèmes de long terme, les gens se tournent vers ChatGPT pour régler leurs problèmes mentaux, quoi. Oui, parce qu'en fait, la rentabilité est le critère premier de prise de décision de tout et à un niveau absolu. Ouais, là, faut rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est que la politique finalement. Ouais. Ça sera peut-être le sujet du prochain épisode Free Jazz. Non, mais tout ça pour dire que, ce que je trouve très frappant, c'est que la science-fiction qui a priori cette fonction d'alerte, a presque plus servi de marche à suivre pour les gens qui sont en train de détruire notre monde, quoi. Et d'ailleurs, je saurais pas trop citer quels sont les grands films de science-fiction phares de ces dernières années. Parce qu'il n'y a plus tellement de films d'anticipation. Parce que comme on est déjà dans le futur, finalement, en fait, les grands films de science-fiction, c'est des films de fantasy, du genre Marvel et des choses comme ça. Ou Interstellar. Ouais, mais c'est plus... Ouais, Interstellar, on est plus dans un truc... Un drame. C'est presque du fantastique, en fait, parce que le truc des multivers et tout... on n'arrive pas à se projeter dedans en tant que sujet de société, quoi. Oui, en fait, est-ce qu'en fait, il y a eu un grand film d'anticipation de cette portée-là depuis Matrix? Enfin, après, on a cité Matrix, c'est 99. Heure, qui est plus récent, mais... qui était un film d'anticipation un peu lo-fi, quoi. Mais qui en fait, était dans le vrai. Et... Parce qu'après... Il y a eu Ex Machina, qui était... Ouais, Ex Machina, mais qui est plutôt un petit film, quoi. Ouais. J'ai cité il y a un autre film de SF, c'est Mad Max Fury Road, mais qui est, comme tu dis, plus dans le côté fantasy. Enfin, même si c'est aussi de l'anticipation. Et en fait, Mad Max Fury Road, c'est sur l'amenuisement des ressources, sur le rapport aux femmes, le rapport aux animaux. Enfin, il y a des trucs... Ouais, et c'est aussi plus un film d'action. Donc, mais c'est plus un film d'action. Le questionnement philosophique passe un peu au second plan. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une pénurie de films de science-fiction d'envergure, ou enfin en tout cas avec des ambitions c'est vrai. Politiques. Ouais. En fait, malheureusement, je dirais que c'est aussi lié au fait qu'en fait le MCU a un peu tout écrasé, quoi. Donc en fait toutes les productions, les films de science-fiction ont été absorbés comme les films d'action, comme un peu les comédies, par cette masse informe qui a détruit le cinéma. Ouais. On finit là-dessus. Ouais, ok, ça me va. Bon, merci d'avoir écouté cet épisode Free Jazz. On prend encore nos marques. La prochaine fois, on sera certainement pas dans un hôtel ni à Dunkerque. On sait pas où on sera. On sera peut-être ailleurs. Peut-être sur Mars. Peut-être qu'on reviendra. Peut-être qu'on reviendra ici précisément. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à rebondir sur toutes les conneries qu'on a dit et à préciser qu'on a dit vraiment n'importe quoi. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode Calmos Podcast. À bientôt.